Avant la richesse, il y avait la ruine. Avant la puissance, il y avait la misère. Ce que les Chaucy on appelle au jour, oui, la grandeur de la France, est né dans le sang, la faim et le chaos. Pendant des siècles, ce territoire n'était qu'un ensemble de royaumes divisés, ravagés par des guerres sans fin et gouvernés par des seigneurs obsédés par le pouvoir. Il n'y avait pas d'unité nationale, pas de stabilité économique, seulement des paysans écrasés par les impôts, des terres pauvres et un peuple oublié par l'histoire. Mais au cœur de cette instabilité, une force discrète commençait à se former, l'ambition. L'ambition de construire, d'élargir, de dominer. Car derrière chaque bataille, chaque alliance, chaque mariage royal, il y avait une seule motivation, l'économie. Ce n'est pas l'honneur qui a fait de la France un empire, c'est le besoin de produire, d'exporter, de contrôler les richesses. C'est le commerce, les ressources naturelles, les routes commerciales, les impôts, c'est l'argent. Au IXe siècle, avec l'empereur Charlemagne, une idée commence à prendre forme, celle d'un pouvoir centralisé, d'un empire organisé autour d'un territoire et d'un projet politique. Mais en réalité, derrière le discours religieux et guerrier, les premières conquêtes franques sont motivées par des raisons très concrètes, le contrôle des terres fertiles, du bétail, du sel, du bois et des fleuves navigables. La richesse est rare, et chaque victoire militaire devient une opportunité économique. Puis vient le temps des Capétiens, des rois méthodiques, stratèges, qui vont lentement construire un État. Ils imposent des lois, lèvent des armées, créent une monnaie, structurent des impôts. La France commence à ressembler à une nation. Mais cette construction repose sur un principe simple. Chaque territoire conquis doit produire plus que qu'il ne coûte. La guerre devient une affaire rentable. Chaque victoire territoriale devient une nouvelle source de revenus. Peu à peu, les villes se développent, les marchés s'organisent et les premiers signes d'une puissance économique apparaissent. Le commerce avec l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre s'intensifie. Les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée deviennent des nœuds stratégiques. Mais cette expansion ne suffit pas. L'Europe devient trop petite pour les ambitions françaises. Alors, la France commence à regarder au-delà de ses frontières. Elle cherche de nouvelles ressources, de nouvelles terres à exploiter. Elle ne part pas explorer le monde par curiosité, mais par nécessité. Le sucre des Antilles, les épices de l'Inde, l'or d'Afrique, le coton, le café, le cacao, ce sont ces matières premières qui vont donner naissance à l'empire colonial français. Ce sont ces produits, arrachés à d'autres continents, qui vont enrichir la couronne, financer les guerres et alimenter les marchés européens. L'histoire du pouvoir français ne commence pas avec les rois. Elle commence avec le besoin de survivre. Et pour survivre, il fallait produire. Pour produire, il fallait conquérir. C'est ainsi que la France est devenue une machine économique. Une machine fondée sur la force, le calcul et le profit. Ce n'était pas un rêve d'unité. C'était un projet de puissance, une stratégie froide, méthodique, pour transformer un pays affaibli en une force dominante. Et tout cela avant même le premier navire colonial, avant même la première plantation, avant même l'idée d'un empire global. Voici la vérité, la France n'a pas été construite par hasard. Elle a été construite comme un projet économique, un projet long, brutal et implacable. Et ce n'est que le début. Au XVIe siècle, la France n'est plus un simple agrégat de royaumes. Elle devient une force structurée, centralisée, dirigée par une monarchie qui comprend une chose essentielle. La richesse ne vient pas seulement des terres, mais de ce que l'on en fait. Les rois commencent à investir dans les routes, dans les marchés, dans les ports. Ils codifient les impôts, organisent les métiers, protègent les marchands. Ce sont les débuts d'une économie dirigée par l'État. L'argent devient un instrument de pouvoir. Mais ce n'est pas encore suffisant. Car pour qu'un empire naisse, il faut plus que de l'ordre. Il faut une idéologie, un récit, une ambition claire. Être plus riche que ses voisins, plus rapide dans le commerce, plus fort dans la guerre. La France regarde alors vers l'Angleterre, l'Espagne, le Saint-Empire. Chaque alliance devient un calcul, chaque guerre un investissement, et chaque perte, une leçon économique. Avec l'arrivée de François Ier, l'État prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement un royaume, c'est une entreprise. Les expéditions sont financées. Les ports atlantiques comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes deviennent des plateformes commerciales. Les premières ambitions coloniales prennent forme.
Et derrière chaque exploration se cache une promesse: trouver des ressources nouvelles, ouvrir de nouveaux marchés et rapporter toujours plus d'or au royaume. Mais l'économie interne doit aussi se renforcer. Alors, on réforme les taxes, on structure les corporations, on surveille les prix, on encourage les arts et les lettres, non par générosité mais parce qu'un peuple cultivé consomme, produit et sert mieux l'État. La noblesse reçoit des privilèges en échange de sa fidélité économique, et les villes deviennent le cœur battant d'un royaume en pleine transformation. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, tout s'accélère. L'économie devient une arme d'État. Le roi Soleil comprend une chose: la guerre coûte cher, mais elle peut rapporter plus encore. Alors, il professionnalise l'armée, multiplie les manufactures, développe le commerce maritime. Colbert, son ministre de l'économie, met en place un système redoutablement efficace: le mercantilisme, produire à l'intérieur, vendre à l'extérieur, interdire les importations inutiles. En d'autres termes, faire de la France une usine fermée sur elle-même, mais ouverte à l'exportation. Et pour cela, il faut des colonies. Il faut du sucre, du tabac, des esclaves, du bois exotique, du rhum, des épices. L'empire colonial français commence à se dessiner. Aux Antilles, en Amérique du Nord, en Afrique. Chaque territoire conquis n'est pas une mission civilisatrice. C'est une extension des intérêts économiques du royaume. Les navires partent remplis d'armes et de tissus et reviennent chargés d'or, de cacao, de coton. Derrière chaque colonie, un marché. Derrière chaque esclave, une marchandise. Et pendant ce temps, la France se dote de banques, de compagnies commerciales, de systèmes de crédit. L'État emprunte, finance, spécule. La finance devient un moteur. Et la population, elle, commence à ressentir les effets de cette machine. Certains s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent. Les inégalités explosent, mais personne n'arrête la machine, parce que cette machine fonctionne. Elle produit du pouvoir, elle produit de la domination. La France n'est plus un royaume. Elle devient une marque, une puissance économique, une idée vendue à l'extérieur et imposée à l'intérieur. Une nation qui a compris que la richesse ne se trouve pas, elle se construit, elle se prend, elle s'impose. Voilà comment un pays fracturé, affaibli, rural, est devenu un acteur majeur sur la scène mondiale. Non pas par miracle, mais par stratégie. Non pas par chance, mais par logique économique. Et ce n'est qu'au prix de cette transformation brutale, méthodique, parfois inhumaine, que l'Empire français commence réellement à naître. Au XVIIIe siècle, l'Empire français entre dans une nouvelle phase, celle de l'exploitation totale. Ce n'est plus seulement une politique, c'est un système organisé, méthodique, qui transforme des continents entiers en source de richesse pour la métropole. Les colonies deviennent des pièces essentielles dans la machine économique française. Et chaque territoire colonisé est choisi, exploité et administré avec un seul objectif: enrichir la France. Aux Antilles, Saint-Domingue devient la perle de l'Empire. L'île produit du sucre, du café, de l'indigo à un rythme effréné. Mais à quel prix? Des centaines de milliers d'esclaves africains sont déportés, utilisés, brisés dans les plantations. Leur vie n'a pas de valeur humaine, seulement une valeur productive. Une main-d'œuvre gratuite, remplaçable, indispensable pour faire tourner la machine. Chaque tonne de sucre, chaque sac de café, chaque baril de rhum, c'est du profit pur pour les armateurs, les commerçants, les banquiers français. L'Afrique devient à la fois un marché, un réservoir de main-d'œuvre et un pion stratégique. Des comptoirs sont installés sur les côtes, Saint-Louis, Gorée, Ouidah. Là, les marchandises européennes sont échangées contre des êtres humains. Et ces esclaves sont ensuite expédiés vers les Caraïbes, dans ce qu'on appellera plus tard le commerce triangulaire. Un circuit économique parfait sur le papier, mais basé sur l'inhumanité absolue. En Asie, l'Empire tente de s'implanter à Pondichéry, Chandernagore et ailleurs en Inde. Moins brutalement, mais avec la même logique. Contrôle des routes commerciales, accès aux épices, aux textiles, aux marchés locaux. La France veut rivaliser avec l'Angleterre, dominer les mers, imposer sa monnaie, ses produits, sa vision du monde. Mais pendant que l'Empire s'étend à l'extérieur, une autre révolution se prépare à l'intérieur, la Révolution française. En 1789, le peuple se soulève contre les inégalités, contre le poids fiscal, contre l'injustice sociale. Et pourtant, même dans le chaos révolutionnaire, l'économie reste au centre de tout. On abolit les privilèges, mais on garde les intérêts.
On proclame la liberté, mais les colonies continuent à tourner. Même lorsque l'esclavage est brièvement aboli, il est rapidement rétabli par Napoléon. Pourquoi? Parce que l'économie ne peut pas s'arrêter. Napoléon, justement, comprend mieux que quiconque la relation entre guerre et économie. Chaque campagne militaire est financée par les conquêtes précédentes. Chaque territoire annexé est exploité jusqu'à l'épuisement. Et quand il envahit l'Europe, ce n'est pas pour la gloire seule. C'est pour contrôler les douanes, les routes commerciales, les ports, les ressources naturelles. Le blocus continental contre l'Angleterre est une guerre économique à l'échelle du continent. Mais l'empire napoléonien tombe, et avec lui une partie des ambitions impériales françaises. Pourtant, l'idée ne meurt pas, elle se transforme. Au XIXe siècle, c'est la revanche. L'empire colonial renaît, plus vaste, plus structuré, plus rationnel. L'Afrique est partagée comme un gâteau lors de la conférence de Berlin. L'Algérie est colonisée de manière directe. Le Sénégal, le Mali, le Congo, Madagascar, tous deviennent des pièces de l'empire. Et cette fois, la colonisation n'est plus seulement commerciale. Elle devient administrative, militaire, culturelle. On construit des écoles, des routes, des chemins de fer. Non pas par générosité, mais pour faciliter l'extraction des ressources. Le coton, le caoutchouc, le phosphate, l'arachide, l'or, tout est extrait, transformé, exporté. La richesse circule dans un seul sens, du sud vers le nord, du colonisé vers le colon. Pendant ce temps, la France métropolitaine se modernise. Les grandes banques s'enrichissent, les industriels investissent. Les ports de Marseille, de Bordeaux, de Nantes prospèrent grâce aux échanges coloniaux. La Tour Eiffel, symbole de la modernité française, est construite à une époque où l'Empire est à son apogée. Et pourtant, cette richesse repose sur des millions de vies silencieuses, invisibles, effacées de l'histoire. La vérité est crue. L'Empire français n'a jamais été un accident de l'histoire. C'était un projet réfléchi, rentable, planifié. Un projet économique gigantesque, bâti sur la domination, l'exploitation et l'accumulation. Une stratégie d'enrichissement qui a permis à la France de devenir, elle, une des plus grandes puissances mondiales. Mais tout empire a un prix, et ce prix bientôt devra être payé. Au début du XXe siècle, l'empire colonial français semble indestructible. Il couvre plus de 12 millions de kilomètres carrés, regroupe plus de 100 millions d'habitants. Sur le papier, c'est une puissance. Mais dans les faits, les fondations commencent à se fissurer. Car un empire basé sur la domination ne peut survivre éternellement à l'éveil des consciences. Les colonisés, fatigués de l'humiliation, de l'injustice et de l'exploitation, commencent à se lever. Et dans les coulisses, la France elle-même change. Le monde change. La Première Guerre mondiale frappe en 1914. C'est le début d'un séisme global. La France mobilise ses forces, mais pas seulement sur son propre territoire. Des milliers d'Africains, de Maghrébins, d'Indochinois sont envoyés sur les lignes de front. Ils se battent, ils meurent pour une nation qui les traite comme des sujets de seconde zone. Et pourtant, après la guerre, rien ne change pour eux. L'Empire continue, les chaînes restent. Mais cette guerre a coûté cher, très cher. L'économie française est épuisée, les dettes s'accumulent, et sans ces colonies, elle s'écroulerait. Alors, dans les années 1920, la France redouble d'efforts. Elle extrait plus, elle contrôle davantage. L'Indochine devient une usine à ciel ouvert. Le Vietnam produit du riz, du caoutchouc, de l'opium. En Afrique, on impose de nouveaux impôts, on force le travail. C'est l'époque du travail obligatoire. Les routes, les rails, les bâtiments ne sont pas construits par développement, mais par nécessité coloniale. Puis arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et là, l'Empire vacille. La France est envahie, divisée. Mais encore une fois, les colonies servent de bouclier. L'Afrique du Nord devient un champ de bataille stratégique. La résistance recrute au Sénégal, au Maroc, en Algérie. Les soldats coloniaux versent leur sang pour une liberté qu'ils n'ont jamais connue. Et cette fois, quelque chose change. Les promesses faites aux colonisés ne sont plus oubliées. La pression monte, la guerre est terminée. Mais le monde n'est plus le même. Les États-Unis et l'URSS dominent désormais le jeu, et l'idée de coloniser devient moralement et politiquement insoutenable. Partout dans l'Empire, des mouvements nationalistes émergent. Le Vietnam réclame son indépendance. Ho Chi Minh prend les armes. Et la France affaiblie mais orgueilleuse refuse de lâcher. C'est la guerre d'Indochine. Une guerre coûteuse, sale, perdue. Puis,
vient l'Algérie. Le joyau de l'Empire, la colonie la plus peuplée, la plus intégrée, la plus symbolique, mais aussi la plus explosive. De 1954 à 1962, c'est l'enfer. Attentats, tortures, massacres, exil. La guerre d'Algérie n'est pas seulement une guerre d'indépendance. C'est une rupture, une fracture profonde entre deux mondes qui s'étaient imbriqués de force. En 1962, l'Algérie devient indépendante, et avec elle, l'Empire s'effondre définitivement. Mais la fin de l'Empire ne signifie pas la fin de l'influence, bien au contraire. La France entre dans une nouvelle ère, la France-Afrique. Officiellement, les anciennes colonies sont libres. Officieusement, Paris tire encore les ficelles. Des accords secrets, des bases militaires, des partenariats économiques asymétriques maintiennent une forme de contrôle. Le franc CFA, créé dès 1945, continue de lier les économies africaines au trésor français. Et tant que la monnaie, les matières premières, les infrastructures sont contrôlées depuis Paris, l'indépendance reste relative. Pendant ce temps, en métropole, l'économie post-coloniale s'installe. Les grandes entreprises françaises, Total, Bolloré, Bouygues, Areva, s'implantent dans les anciennes colonies. Le pétrole, l'uranium, le cacao, le coton, les ports, tout cela continue à rapporter. Mais désormais, le discours change. Ce n'est plus de la colonisation, c'est de la coopération. Une coopération souvent à sens unique. Et la dette, la fameuse dette des pays africains, beaucoup sont nés avec, contractés pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, avec des entreprises françaises. Une boucle fermée. On prête, on construit, on facture. Et l'argent retourne en France, pendant que les pays endettés, eux, restent piégés dans un système qu'ils n'ont jamais vraiment choisi. L'impact économique de l'Empire, même après sa chute, est immense. La France moderne, son niveau de vie, son infrastructure, son industrie, tout cela est en partie le fruit de l'Empire. Mais à quel prix? Des millions d'hommes et de femmes ont payé de leur liberté, de leur sueur, de leur vie pour construire cette richesse. La vérité est que l'Empire ne meurt jamais vraiment. Il se transforme. Il change de visage, de vocabulaire, de méthode. Et tant qu'on ne regarde pas cette histoire en face, tant qu'on ne comprend pas son impact économique réel, on reste aveugle à une partie fondamentale de ce que la France est aujourd'hui. Aujourd'hui, on marche dans les rues de Paris. On admire les grands bâtiments, les avenues bordées d'arbres, les vitrines éclairées, les écoles, les hôpitaux, les musées. Mais peu de gens savent à quel prix cette richesse a été construite. L'histoire coloniale de la France n'est pas juste une histoire de conquête, de date, de bataille. C'est une histoire de sang, de silence, de profit. C'est une économie née dans la douleur des autres. Pendant des siècles, la France a construit un empire sur des territoires qui n'étaient pas les siens, sur des peuples qu'elle n'avait jamais consultés. Elle a extrait, imposé, contrôlé. Elle a bâti sa modernité en exportant la souffrance. Et quand l'empire s'est effondré, elle a trouvé un autre moyen de garder le pouvoir. Moins visible, plus diplomatique, mais tout aussi efficace. C'est pourquoi il est vital de raconter cette histoire. Pas pour accuser, pas pour diviser, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi certains pays sont riches et d'autres pauvres. Pourquoi certaines puissances continuent à dominer le commerce, la finance, la politique mondiale. Pourquoi certaines voix portent et d'autres non. Cette histoire est la clé pour comprendre les déséquilibres d'aujourd'hui. Le chômage, l'immigration, les inégalités, l'instabilité monétaire en Afrique. Tout est lié. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es prêt à voir le monde différemment. Prêt à remettre en question ce qu'on t'a appris. Prêt à ouvrir les yeux sur l'histoire économique réelle, celle qu'on cache dans les livres, mais qu'on peut lire dans les faits. Car derrière chaque richesse, il y a une origine, et parfois cette origine dérange. Mais ce n'est pas une fatalité. L'histoire ne détermine pas l'avenir, elle l'éclaire. Elle nous donne les outils pour agir autrement, pour construire un futur plus juste, plus équilibré. Et si toi aussi, tu veux faire partie de cette génération consciente, qui ne ferme pas les yeux, qui pose des questions, qui cherche des réponses, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit l'entendre, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Et le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Ici, on ne vend pas du rêve,
on éclaire la réalité. À très bientôt.